du coup, a lancé un nouveau programme de développement durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Et dans ce programme, on a pris 2 engagements sur le salaire décent. Un premier engagement sur nos propres employés L'Oréal, pour que l'ensemble des employés L'Oréal soient payés au minimum un salaire décent. On a initié l'analyse en 2020 et au bout d'1 an, on a finalisé l'analyse. On a identifié quelques gaps, quelques écarts qu'on a immédiatement comblés et on est certifié désormais, par Fair Wage Network depuis février 2023 et évidemment depuis, on renouvelle cette certification, donc on refait l'analyse, tous les ans. Pour nous, c'était absolument essentiel de faire évidemment l'analyse en interne avant de la décliner potentiellement à nos fournisseurs, parce que nous avions pris un deuxième engagement dans notre programme L'Oréal pour le futur, qui est cette fois sur notre supply chain. Et donc l'engagement public que nous avons est que d'ici 2030, 100% de nos fournisseurs stratégiques payent 100% de leurs employés au minimum un salaire décent. Donc, un living wage. Donc, on a attendu d'avoir quand même une expérience en interne avant de décliner l'approche avec nos fournisseurs. Donc, c'est en 2022 qu'on a commencé à travailler ce programme sur notre supply chain. Et donc, c'est là où je présentais notre stratégie de déploiement. On a commencé par un pilote, c'est-à-dire qu'on n'était pas encore assez robuste pour vraiment se dire qu'on déclinait le programme auprès de tous nos fournisseurs. Donc, on a sélectionné une vingtaine de fournisseurs qui étaient plutôt des fournisseurs avancés sur des sujets de développement durable et on a créé une sorte de groupe de travail sur ce sujet-là, où on a commencé à leur présenter la définition, qu'est-ce qu'on pouvait attendre d'eux, qu'est-ce que nous, on avait fait en interne pour réellement récupérer leur retour, leur feedback sur est-ce que ça leur paraissait raisonnable comme objectif, comment ils imaginaient pouvoir le faire en interne, est-ce qu'ils pensaient que ça allait être très très long, etc. Donc vraiment co-construire un petit peu le contenu de ce qu'on allait demain présenter à beaucoup, beaucoup plus de fournisseurs. Donc, on a fait ce pilote pendant environ 6 mois. Ça a été un succès surtout dans, on va dire, l'adhérence et la volonté de nos fournisseurs de travailler ce sujet-là. Donc, ça nous a également beaucoup aidé à structurer le contenu et également les étapes qu'on allait demander à nos fournisseurs et à quel point il fallait qu'on soit clair et vulgariser le sujet pour pouvoir parler à tout type d'entreprise. Donc, à la suite de ce pilote, on est vraiment monté à l'échelle à partir de 2023. Et c'est là où on a construit une stratégie de déploiement basée sur ce qu'on appelle des vagues d'onboarding. Donc, on a décidé de ne pas former tous nos fournisseurs stratégiques d'un coup. Donc, je rappelle, c'est plusieurs centaines de fournisseurs pour un certain nombre de raisons, mais une des raisons était que nous n'avions pas à ce moment-là les capacités en interne de suivre ensuite l'ensemble des fournisseurs. Donc, on a préféré y aller progressivement pour s'assurer ensuite de pouvoir quand même voir comment ils avançaient et du coup récupérer au fil du temps quels étaient éventuellement les challenges qu'ils rencontraient. Le deuxième point qui nous a poussé à faire ça, c'est que en 2023, le marché était également en train de se structurer sur le sujet. Ça reste un sujet qui était nouveau. Donc, on avait quand même encore envie de se donner la possibilité de mettre à jour au fil des mois et des années le contenu qu'on allait leur partager. Et donc, qu'est-ce que c'est une vague d'onboarding? Donc, c'est un groupe de fournisseurs qui va varier entre 50 à 100 fournisseurs. Et pendant 6 à 8 mois, on va former ou en tout cas donner accès à ces fournisseurs à énormément de contenu sur le salaire décent. Donc, concrètement, on organise plusieurs webinars où on invite tous ces fournisseurs-là. Pourquoi plusieurs webinars? Il y a plein de raisons. Il y a une raison très pratico-pratique, mais qui est extrêmement importante. Quand on est en une organisation achat, les contacts qu'on a chez nos fournisseurs, généralement, c'est les key account managers. En tout cas, quand c'est des grosses entreprises, on a des personnes qui vont être responsables du compte L'Oréal. Or, quand on traite des sujets comme le salaire décent, les personnes, la meilleure audience, c'est plutôt soit les responsables de développement durable qui vont nous aider à mettre le sujet dans l'agenda des roadmaps de développement durable de nos fournisseurs, ou évidemment, c'est les équipes RH qui sont celles qui vont demain faire l'analyse et travailler sur les plans de remédiation. Donc, évidemment, on demande dès le premier webinaire à ce que ça soit transféré à cette audience-là, mais on le sait, le temps que ça soit bien fait, généralement, on voit qu'on a la bonne audience peut-être au deuxième ou au troisième webinaire. C'est une des premières raisons. Ensuite, c'est aussi parce que répéter la notion pour un fournisseur
bah, parfois ça permet de justement, s'assurer qu'il est bien compris, donc on fait beaucoup de rappels au fil de mois et également c'est parce qu'on demande à nos fournisseurs à la fin de cette vague d'onboarding qu'ils s'engagent à être compliant d'ici 2030, ce qui est notre engagement public et on veut vraiment qu'ils le fassent en ayant complètement compris ce que c'est le salaire décent et quelles sont réellement les attentes de L'Oréal et donc on leur demande vraiment d'être ambassadeurs de ce sujet en interne et donc ils ont ces 6 mois, ces 8 mois d'onboarding pour récupérer tout le contenu, toute la ressource et créer en interne la roadmap, engager les équipes et enfin aller voir leur top management pour faire valider la démarche au plus haut niveau. Donc c'est vraiment leur faire comprendre qu'il y a ils se font former entre guillemets par L'Oréal, mais en contrepartie, il y a des attentes et en particulier à la fin de la vague d'onboarding. Et aussi, évidemment, plusieurs webinars, ça veut dire plusieurs contenus qu'on peut leur partager. Je pense que c'est très proche de, du coup, le travail qui a été fait là, par le Pacte mondial avec plusieurs webinars. Et donc, ce qu'on présente est assez similaire, c'est-à-dire qu'on commence avec un contenu assez générique sur la définition du salaire décent et, ce qui est très, très important, pourquoi s'engager. Et donc, on va aller sur des arguments qui sont très macro pour voilà, lutter contre les travailleurs pauvres, voilà, tout le pourquoi il faut que des travailleurs reçoivent un salaire décent, mais aussi des arguments beaucoup plus business en montrant tous les bénéfices pour une entreprise, le fait que la réglementation va leur demander, le fait que de plus en plus de leurs stakeholders, que ce soit leurs clients ou des sociétés de ratings de sustainability, vont du coup leur demander, pour vraiment qu'ils aient aussi tous les arguments pour en interne convaincre de mettre en place une politique de living wage. Ensuite, on va rentrer de plus en plus dans le concret en leur expliquant exactement quelles sont les étapes et en particulier à l'étape de diagnostic, quelle est la méthodologie. Nous, L'Oréal, on a décidé du coup de se baser pour nous, mais aussi pour nos fournisseurs, sur le référentiel d'IDH. Donc, aussi bien dans le calcul des salaires quand on fait un diagnostic et sur les databases sur lesquelles nos fournisseurs peuvent se baser, ils doivent se baser sur du coup les recommandations d'IDH. Donc on explique vraiment pas à pas comment faire une gap analysis, sur quelles données il faut se baser. Et enfin après, on leur explique aussi quelles sont toutes les étapes que L'Oréal a définies mais qui sont les mêmes pour atteindre ensuite la compliance. Donc après le diagnostic, il faut combler les gaps et ensuite on peut considérer qu'ils sont compliant. Et ça, c'est sur le contenu qu'on partage. Et après, ce qui est très important, c'est on invite également beaucoup de partenaires externes. On invite par exemple des data providers comme Fairwage Network et Wedge Indicator pour qu'ils expliquent exactement comme ça a été fait là, mais comment ils calculent leurs données et quels sont les services qu'ils peuvent proposer à nos fournisseurs. Mais on invite également des acteurs comme EcoVadis, IDH pour vraiment montrer que ce n'est pas un sujet porté par L'Oréal, c'est un sujet porté par le marché et donner du coup une autre vision que celle de L'Oréal. Donc voilà pour ce qu'on considère comme vague d'onboarding. Après tout ce travail-là, il y a évidemment un suivi. Donc on continue à faire un webinar par an pour tous nos fournisseurs pour rappeler les principes et donner quand même les updates du marché qui évoluent assez rapidement. On envoie une enquête une fois par an pour savoir où ils en sont dans leurs différentes étapes et nous aussi avoir des KPI en interne de à quel point on arrive à progresser vers notre objectif de 2030. Et également, ils ont accès à une plateforme dédiée à nos fournisseurs sur tous les sujets de développement durable, où sur cette plateforme, il y a énormément de contenu sur le salaire décent, et en particulier tous les replays de nos webinars, toutes les présentations qu'on fait, des témoignages de fournisseurs sur comment ils ont mis en place la démarche, quels sont les challenges qu'ils vont rencontrer, etc. Donc là, c'est vraiment comment on déploie notre démarche aujourd'hui. Maintenant, j'entre dans la dernière partie qui est vraiment notre retour d'expérience. Donc côté L'Oréal, moi, les conseils que je peux peut-être donner, c'est déjà, et on en a peut-être peu parlé pour l'instant, mais ne pas sous-estimer l'onboarding interne. C'est-à-dire, on parle beaucoup, beaucoup d'engager ses fournisseurs, de les former, de leur faire comprendre le sujet et de les engager. Mais évidemment, ça dépend de la structure de votre organisation achat, mais derrière le suivi, il devra se faire par le contact au day-to-day qui est face à votre fournisseur. Donc, il faut que votre acheteur comprenne ce que c'est le salaire décent et soit vraiment engagé pour en discuter avec les fournisseurs et n'ait pas peur d'aborder
ce type de sujet qui, on le sait, peut parfois être très, très proche après de discussions économiques avec le fournisseur. Donc, qu'ils se sentent légitimes d'en parler et à l'aise que ça puisse ouvrir d'autres types de questions plus tard dans la relation commerciale. Donc voilà, passer aussi du temps en parallèle de l'onboarding que vous faites avec le fournisseur pour l'onboarding interne. Ensuite, mon autre retour d'expérience, c'est que ça reste un programme qui se joue sur un temps long. Je pense comme énormément d'engagement qu'on a de développement durable avec nos fournisseurs. Quand c'est avec nos fournisseurs, c'est souvent plus complexe parfois que quand c'est fait en interne. Mais du coup, il faut faire comprendre à votre organisation qu'il n'y aura pas des quick wins forcément qui vont se passer au bout de 6 mois parce que le temps de faire comprendre la définition à vos fournisseurs, qu'ils s'engagent, qu'ils arrivent à trouver des ressources et peut-être un budget dédié pour faire le diagnostic en interne. Puis ensuite, selon les secteurs, c'est très, très variable, mais le temps éventuellement de construire la roadmap pour combler les gaps et de la mettre en place, voilà, ça peut prendre des années. Donc, il faut que votre entreprise ait conscience de ça et il faut évidemment commencer le plus tôt possible, mais aussi, je recommande d'avoir des KPI intermédiaires. C'est-à-dire, si vous n'avez qu'un KPI qui est basé sur la compliance ou même sur la remédiation, vous allez peut-être avoir du mal en interne à montrer que vous avancez. Donc, nous, on a des KPI sur le nombre d'entreprises qui sont engagées. Donc, on a un moyen pour nos fournisseurs de vraiment s'engager auprès de L'Oréal sur le fait d'être compliant à 2030. Et on a aussi des KPI sur à quel point ils avancent dans le travail de gap analysis. Donc, le nombre de fournisseurs qui ont commencé le diagnostic et le nombre de fournisseurs qui s'en sont aujourd'hui à l'étape de remédiation. Et ça permet vraiment, nous, année après année, aussi bien en externe et en interne, de montrer qu'on progresse vers notre objectif. Voilà, et le dernier conseil vraiment pour l'expérience L'Oréal, c'est une des difficultés nous qu'on rencontre aujourd'hui, c'est trouver le bon compromis entre être très, très précis dans ce qu'on va présenter à nos fournisseurs et très exigeant en disant: «Vous devez vous baser sur cette méthodologie, vous devez, prendre, tant de temps, vous devez travailler avec ce partenaire». Parce qu'il y a des fournisseurs et c'est très dépendant des zones géographiques, mais il y a des fournisseurs qui veulent vraiment que ça soit du pas à pas et que L'Oréal leur dicte exactement ce qu'ils doivent faire pour ne pas avoir à passer du temps à analyser le marché, à construire leur propre démarche. Et à l'inverse, des fournisseurs qui sont peut-être des très très grosses entreprises qui ont déjà un petit peu travaillé le sujet ou qui ont leur propre vision ou aussi qui se passent à d'autres clients qui leur demandent des choses un petit peu différentes. Donc c'est toujours un peu dur de trouver ce compromis, sachant qu'on est parti sur des vagues d'onboarding avec tout type de fournisseurs invités et dans des domaines qui sont très, très différents. Donc voilà, et après je voulais donner quelques feedbacks des fournisseurs qui nous remontent. Je pense que globalement, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que nous, il y a beaucoup, beaucoup de nos fournisseurs qui sont ravis de travailler sur ce sujet-là parce que, et en particulier les équipes RH, parce que ils y voient un sens direct, ils considèrent que ça fait partie de leur rôle et du coup, même pour moi et pour les équipes qui travaillent avec moi, c'est très gratifiant d'être face à des fournisseurs dont énormément de fournisseurs vraiment voient le sens immédiat et ne le font pas que pour des raisons business ou réglementaires, mais vraiment parce qu'ils voient l'impact sur leurs travailleurs. Donc je pense que évidemment qu'on a quelques fournisseurs qui nous font du refus clair et net, mais c'est vraiment très anecdotique. Après, on a des challenges où certains nous disent: «Ça fait beaucoup, on n'avait pas prévu de le faire là, peut-être qu'on pourrait commencer dans 3-4 ans» et cetera. Mais globalement, ça reste un sujet, je pense, qui est basique, qui est fondamental et du coup, on n'a pas de refus clair et net. La plupart sont quand même ont envie de s'engager sur un sujet comme ça, donc c'est assez, agréable. Et ensuite, par contre, un autre feedback dans la partie vraiment beaucoup plus opérationnelle, c'est sur la collecte de la data. Donc, il y a 2 types de data. Il y a la data externe, donc qui sont les Living Wage Benchmark, donc le calcul du coût de la vie. Je pense que, quand on a commencé à les onboarder, la plupart des datas sur le marché étaient payantes. Donc nous, il y avait une grosse difficulté à un peu les faire commencer parce que du coup, même si le budget était pas conséquent, ça nécessitait qu'en interne, ben voilà, ils doivent quand même débloquer un petit budget, donc ça prenait beaucoup, beaucoup plus de temps. Là, depuis mai 2024, du coup, la Data Wedge Indicator est publique, grâce à un certain nombre d'entreprises, dont Schneider et L'Oréal, du coup, qui ont financé Wedge Indicator pour rendre cette data publique et on voit une vraie différence. En tout cas, ça permet de
je pense, débloquer un premier verrou où ils peuvent assez rapidement commencer un pilote sur quelques pays où ils ont une bonne structure RH pour au moins faire un premier diagnostic. Et du coup, ils peuvent se rendre compte éventuellement que ce n'est pas si complexe à mettre en œuvre et à faire comme analyse. Donc ça, c'est une bonne chose qui s'est passée en 2024. Et ensuite, sur la collecte de la data, on le sait, c'est la collecte de la data interne qui peut également prendre énormément de temps. Ça dépend énormément des fournisseurs. On a des fournisseurs, en un mois, c'est fait parce qu'ils appuient sur un bouton et ils ont absolument tout qui sort et ils doivent juste faire quelques petits ajustements dans certains pays. On a d'autres fournisseurs qui sont très décentralisés, qui sont répartis dans énormément de pays dans le monde, où là, on comprend que ça va prendre du temps. Après, on leur recommande quelques best practices que d'autres fournisseurs nous ont recommandées, mais sur le fait d'avoir un chef de projet dédié, de créer un template commun, d'ensuite énormément passer du temps sur la formation pour que les équipes RH en interne comprennent le sens du travail et du coup soit un petit peu plus motivé de remplir une donnée qui va être plus robuste et plus fiable. Et après, évidemment, il y a une autre solution qui est de pouvoir externaliser autrement ce travail de diagnostic et de collecte de la data. Mais après, c'est une question plutôt de ressources budgétaires du côté des fournisseurs. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie des challenges. Et Oui. est-ce que, juste rapidement, est-ce que vous restez avec les fournisseurs de rang 1 ou vous arrivez à descendre plus bas dans la chaîne de valeur? Alors, aujourd'hui, notre objectif est sur les fournisseurs de rang 1. Et après, évidemment que pour nos fournisseurs de rang 1 conformes qui commencent à être bien avancés, là, on commence à leur demander de cascader l'approche à leurs fournisseurs. Mais on ne pense pas que c'est forcément la responsabilité de L'Oréal d'aller directement parler aux fournisseurs de rang 2, rang 3. C'est la responsabilité de nos rangs 1 de cascader la démarche. Après, on a quand même d'autres initiatives, mais plus anecdotiques, qui vont être sur le living income, mais c'est un petit peu, c'est un autre sujet. Et de toute façon, j'en arrive à ma conclusion. Simplement, ma conclusion, c'est de dire, mais lancez-vous. Je ne sais pas où vous en êtes dans la réflexion, mais si en tout cas vous en êtes à vous dire, ah, est-ce que je décline sur ma supply chain, n'hésitez pas. Mon point est de dire que c'est toujours plus complexe de traiter la supply chain que de le traiter en interne. Il faut évidemment le faire en interne avant, mais c'est là où on multiplie notre impact. Donc c'est pour ça que c'est très gratifiant. On se dit qu'il y a beaucoup plus de travailleurs potentiellement qui vont du coup pouvoir recevoir un salaire décent. Donc c'est très motivant. Également maintenant sur le marché, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de contenu. Donc je pense que c'est moins difficile peut-être de se lancer maintenant qu'il y a 2 ans. Et je recommande vraiment de se baser sur voilà, des référentiels existants, sur ce qui ont été faits par d'autres. Et je pense qu'on est un certain nombre d'entreprises à beaucoup communiquer, donc on est disponible aussi pour aider à structurer des démarches si vous en êtes à cette étape-là. Et mon dernier point, c'est qu'évidemment, on voit toujours les objectifs pour les travailleurs, mais moi, je pense, du coup, j'ai plus de 10 ans en achat et je suis convaincue que c'est un métier qui est absolument passionnant. Et je pense que quand on arrive à ce type de partenariat avec un fournisseur, à ce niveau de transparence, quand on en arrive à parler du salaire décent et à vraiment travailler des sujets aussi importants, on passe aussi un gap dans le niveau de partenariat qu'on a avec nos fournisseurs. Et quand on a du coup une relation très très proche, ça va débloquer d'autres types de bénéfices qui vont être sur l'innovation, qui vont être sur la résilience d'une supply chain, qui vont être sur un niveau de transparence qui va être beaucoup plus important. Et donc, il y aura moins de peut-être risques cachés donc voilà, je pense que même sur la fonction achat pure et dure, ça a un intérêt d'aller travailler ce type de programme sur sa supply chain. Voilà. Merci beaucoup Alice. On va prendre le temps de questions-réponses juste après le témoignage de Frédéric pour que ce soit un temps groupé. Donc Frédéric, du coup, ce serait 15 minutes idéalement pour qu'il nous reste 15 minutes pour les questions. Et je partage l'écran puisque j'ai les slides de Schneider à disposition. Ok, d'abord bravo à L'Oréal pour votre démarche. On se suit depuis assez Oui, longtemps et plus ou moins en parallèle. Vous aurez la première présentation Schneider Electric en bleu. Voilà, moi ça va me changer, ça me fait très plaisir. Voilà, ça va changer un petit peu. Je voulais remercier aussi le Global Compact d'organiser ces ateliers.
Schneider et puis peut-être L'Oréal et d'autres, on est patron d'initiatives autour du travail décent à l'échelle mondiale qui est menée par le Global Compact. Et donc ces ateliers, ça fait partie de cette initiative pour faire progresser tous ces sujets-là. Donc je suis très content qu'on soit ici, que vous soyez tous mobilisés sur ces sujets. Effectivement, pour l'anecdote, quand on a copié les slides, ça a adopté le masque du Pacte Ouais. mondial. Donc Schneider Electric du vert est passé au bleu. Voilà. Voilà, voilà, pourquoi pas. Juste avant d'entrer dans tout ça, je pense que c'est pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, il y a 1 personne sur 10 dans le monde qui vit sous le seuil d'extrême pauvreté. La majorité des pays dans le monde ont un niveau de salaire minimum qui est bien en deçà d'un niveau de salaire décent. Et donc, quand on est une entreprise qui se veut responsable, à impact, durable, tout ce qu'on veut, on ne peut pas considérer qu'on l'est s'il y a des gens chez nos fournisseurs directs, dans nos opérations, qui sont payés à des salaires qui sont en dessous d'un salaire de subsistance. Voilà. Donc, juste d'un point de vue de responsabilité d'engagement de l'entreprise, on ne peut pas passer à côté de ce sujet dans ces chaînes d'approvisionnement. Et je pense que ne pas s'engager sur le sujet, c'est potentiellement un risque réputationnel pour la boîte. Donc moi, ça me paraît évident qu'il faut y aller. Donc je suis complètement aligné avec ce que tu me disais. Schneider, c'est une entreprise française présente dans plus de 100 pays dans le monde, qui fait 36 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, 53 000 fournisseurs de rang 1, dont 900 stratégiques, répartis aussi un peu dans tous les pays, dans tous les pays du monde. Donc là, vous avez voilà, notre engagement. On suit les engagements de Forward Faster avec le Global Compact pour nos propres opérations et puis pour notre supply chain. Et je vais vous montrer un petit peu l'historique sur la slide d'après. Donc, on a commencé, nous, en 2018 avec BSR à travailler sur... alors, je vais dire salaire décent. En réalité, je pense que la bonne traduction, c'est salaire de subsistance, mais c'est pas si facile à dire, donc salaire décent. Et à cette époque-là, on faisait toute l'étude, y compris le calcul des benchmarks par pays, par ville, etc., par BSR. Donc, ça prenait un temps fou à faire. De ça, on faisait valider par nos équipes locales. Est-ce que vous êtes bien d'accord avec le niveau de salaire, etc. Donc, c'était très, très lourd. Et assez rapidement, on a voulu essayer d'industrialiser un petit peu le processus. Je pensais que c'était encore en mode présentateur. Et donc, pour nos propres salariés, on a eu quand même une courbe d'évolution pour passer de BSR à Fair Wage Network. Aujourd'hui, on s'interroge comment on va utiliser Wage Indicator. On finance finalement les deux initiatives, donc on se pose un petit peu des questions. Et en 2024, petit ajustement aussi par rapport à la CSRD, parce que jusqu'à présent, on considérait que lorsque les bonus étaient stables sur plusieurs années, on les prenait en compte. Or, la CSRD demande de les exclure. Donc, on a dû aussi ajuster notre méthodologie. Pour nos fournisseurs, en 2021, avec notre nouveau programme d'entreprise 21-25, Schneider Sustainability Impact, on a pris l'engagement que tous nos fournisseurs stratégiques, donc environ 900, fournissent un travail décent à leurs salariés. Donc, on a pris une approche, on va dire, plus globale du sujet, y compris le living wage, mais pas que. Et donc, on souhaite atteindre 100% d'ici 2025. Et donc, au-delà, et c'est un peu le travail qu'on est en train de faire avec une vision à 2030, et ce partenariat avec Wage Indicator, avec le Global Compact, et comment est-ce qu'on arrive à passer à l'échelle pour engager davantage de fournisseurs à vraiment mettre en œuvre. Et on commence aussi à se servir du salaire décent dans nos mesures d'impact des programmes de notre fondation, pour dire quand on a des programmes d'éducation, par exemple, pour mesurer le changement, comme on peut mesurer aussi en utilisant les salaires décents. Donc, voilà, on a une démarche qui englobe plusieurs sujets avec le salaire décent. Donc là, vous avez les 10 piliers de notre programme de travail décent, avec le premier sur les revenus disons, adéquats et la productivité au travail. Donc globalement, le processus qu'on a suivi, c'est un petit peu le même, je pense, que L'Oréal. D'abord, on a envoyé une lettre de Chief Procurement Officer à tous les fournisseurs stratégiques en leur demandant de s'engager dans notre programme. Donc, dans la première année, notre focus a été beaucoup d'augmenter ce KPI pour que tous les fournisseurs stratégiques soient engagés à travailler avec nous et à progresser. On a ensuite constitué un questionnaire qui est envoyé à tous les fournisseurs avec une question sur le living wage qui, à ce stade, demande simplement un engagement
à intégrer le living wage dans la politique de l'entreprise. On n'en est pas encore à demander une deadline pour le paiement d'un living wage. On prend aussi une approche, on va dire, en 2 temps. D'abord, les convaincre de s'engager. Une fois qu'ils sont engagés, faire en sorte qu'ils intègrent dans leur politique le salaire décent. Et puis, on va travailler pour que, à partir de 2026 vers 2030, on travaille sur la mise en œuvre effective des salaires décents. Donc, c'est vraiment très similaire à l'approche L'Oréal. Et vous voyez qu'à la première année, il y a environ 20 questions parmi ces 10 piliers-là. Le premier critère de non-conformité, c'était sur le salaire décent chez nos fournisseurs. Ça montrait vraiment à quel point c'était un sujet complètement nouveau et inconnu pour ces quasiment 1000 fournisseurs. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire pour les former, faire des webinaires, les convaincre. Voilà, encore une fois, c'est vraiment très similaire. Pour l'analyse des réponses, là, on a fait face à un petit enjeu de ressources humaines parce que quand il fallait recevoir 900 questionnaires de fournisseurs qui ont chacun 20 questions pour lesquelles on demandait des pièces jointes de preuves pour qu'on puisse les valider très rapidement, on était un peu submergé. Donc, on a fait appel à un tiers pour nous aider à faire toutes ces vérifications-là. Et on reporte le progrès dans notre Schneider Sustainability Impact tous les trimestres. Et chaque année, la performance globale de cet outil-là impacte le bonus de 60 000 managers chez Schneider Electric. Donc voilà, c'est vraiment au cœur du programme d'entreprise du groupe. Je pense que c'est notre dernier slide, hein, c'était vraiment pour aller directement sur les difficultés. Comme l'a dit Alice, ça prend du temps. Ça a pris du temps pour nous en interne pour le faire. Je dirais à peu près 3 ans avant que ça roule. Et encore, on est encore aujourd'hui, 6 ans plus tard, à voir comment on automatise le processus en interne, pour faire en sorte que ce soit pas une analyse dans le rétroviseur, on ajuste, mais qu'on puisse un peu, à chaque fois qu'on embauche quelqu'un, s'assurer que on est déjà au bon niveau, donc l'intégrer dans les systèmes d'information. Convaincre les fournisseurs de s'engager, ça c'est vraiment la première chose à faire. Alors, est-ce qu'engager soi-même, c'est important, mais on voit bien qu'ils ne connaissent pas le sujet en général. Ils posent des questions sur l'impact sur le business. Donc, nous, on a fait le choix un peu différemment de dire vos discussions avec les acheteurs, c'est une autre discussion. Nous, on s'occupe de mener, alors, nous, quand je dis nous, c'est l'équipe achat durable. Nous, on s'occupe de vos engagements par rapport au développement durable sur le carbone, sur les matières, etc., etc. Donc, on ne mélange pas les deux discussions. Pour le moment, c'est le choix qu'on a fait. Ça marche relativement bien, mais on ne veut pas s'engager sur ce genre de discussion-là. Le fait que pour certains, on est les seuls à leur poser la question, donc ça peut causer pour eux des enjeux de compétitivité éventuellement s'ils se retrouvent à être les seuls à augmenter les salaires et donc leur prix. Et finalement, s'il n'y a que Schneider qui est intéressé d'acheter un meilleur prix, ils risquent de perdre des parts de marché. Donc ça peut les mettre en difficulté paradoxalement. Donc il y a besoin de temps pour faire la transition. Et puis on réfléchit aussi aux potentielles conséquences non souhaitables. Nous, on souhaite élever ces niveaux de salaire, mais on voit qu'il y a des questions par rapport aux syndicats, notamment dans certains pays. On voit bien que de manière générale, ils ne sont pas complètement en soutien de la démarche de salaire décent, puisqu'ils considèrent que le salaire des salariés devrait être négocié et non pas défini par un calcul mathématique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à les intégrer là-dedans? On ne sait pas trop encore, pour être honnête. J'ai parlé de la compétitivité et puis est-ce qu'on risque de poser une pression accrue aux fournisseurs de nos fournisseurs? Donc si nos fournisseurs augmentent leur salaire, est-ce qu'ils vont être d'autant plus exigeants auprès de leurs propres fournisseurs et leur demander de réduire encore les coûts? Voilà, on ne sait pas trop, mais donc ça veut bien dire qu'il faut de plus en plus qu'il y ait une approche écosystémique de cette problématique-là, et qu'une entreprise seule va avoir beaucoup de mal quand même à faire bouger les choses et à activer la mise en œuvre, mais voilà, on est dans cette démarche-là. Dans ce qui nous paraît, ce sur quoi on a besoin, ce dont on a besoin pour vraiment avancer, il y a une chose qui est la méthodologie
et les bases de données de benchmark. Nous, on a fait le choix avec L'Oréal, avec d'autres, de financer l'initiative de Wage Indicator Foundation, de rendre public ces benchmarks-là, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, c'est la propriété intellectuelle de Anchor, de Fair Wage Network, etc. Et en fait, la difficulté qu'on a, c'est que quand on compare les bases de données, on trouve des grosses différences, malheureusement, et sans cohérence. C'est-à-dire que c'est parfois le double dans l'une par rapport à l'autre, et puis des fois, c'est la moitié dans la même. Enfin, donc, c'est pas systématiquement plus élevé dans l'une que dans l'autre, quoi. Donc, on a un peu de mal à comprendre ça, et ça, faut dire, quand tu parlais de l'interne, nous, quand on fait face à ça, ça bloque nos équipes achats. Ils disent, non mais attendez, donc par exemple, j'ai pas précisé, mais moi je suis en charge des droits humains pour le groupe Schneider Electric dans notre équipe citoyenneté. Attendez, tant que vous n'avez pas résolu ce problème de c'est quoi la bonne base de données, qu'est-ce qu'on recommande à nos fournisseurs, nous on a du mal à aller plus loin pour les engager. Donc effectivement, il y a aussi ce challenge en interne d'être bien soudé avec une vision commune. Et donc, on a fait notre premier comité de directeur Living Wage avec les équipes droits humains, RH, achat et impact social de la fondation, parce que je mentionnais qu'on sert de ça aussi. Donc voilà, donc c'est pas simple. Je pense que c'est une évidence de s'engager sur le sujet. Faut vraiment pas croire que ça se fait en claquant des doigts. Faut à peu près 2-3 ans pour le mettre en place en interne. Vous voyez que là, ça fait 3 ans qu'on travaille avec nos fournisseurs. On en a 50% environ qui se sont engagés à le mettre en place. Et on vise encore 5 à 6 ans de plus pour qu'il soit effectivement mis en œuvre chez les fournisseurs, avec tout le travail qu'on fait avec Global Compact. Donc, comme disait Alice, je vous invite tous à vous engager dans cette démarche-là. Et si vous avez des questions, besoin voilà, d'aide ou qu'on partage, enfin, voilà, on est aussi chez Schneider vraiment disposé à partager nos succès et nos difficultés pour qu'on puisse tous progresser. Merci beaucoup pour toute cette transparence sur comment vous avez procédé. Peut-être 2 petites précisions. Les données qui sont délivrées par Wage Indicator, on l'a indiqué lors de la première session, mais pour rappel, Wage Indicator délivre des données, mais pas sur toutes certaines zones précises. Je prends l'exemple de la France, si je ne me trompe pas, c'est le SMIC qui est délivré. Et donc, effectivement, ça ne prend pas en compte, par exemple, la différence typiquement entre Grenoble et Paris. Donc, ça, c'est juste à avoir en tête pour Wage Indicator. Mais effectivement, c'est un très bon début. Mais il y a la granularité Dans équivalente à d'autres Fair Wage Network. C'est juste que dans certains cas, le périmètre. Ouais, mais alors, oui. Voilà. Là, c'est pareil. C'est en 3 ans. Public, c'est national. Oui, parce qu'on finance pour qu'en 3 ans, tout puisse être autofinancé et rouler et fournir à tout le monde. Donc, si vous souhaitez venir financer avec nous cette initiative, n'hésitez pas. C'est justement la question de Christine qui vient d'être posée. Que peut-on faire pour avoir une base de données standard et partagée? Rejoindre effectivement plusieurs entreprises qui essayent de pousser ça auprès de certaines organisations. Et nous aussi, au sein du Global Compact, voilà, on essaye de vraiment lancer une initiative. Et répondez à... je crois qu'il y a la consultation, je crois qu'elle est encore en cours de WageMap. Donc WageMap, c'est une initiative qui est menée par IDH, Wage Indicator, BSR, pas Fair Wage Network ni Anchor. Voilà, mais disons qu'il y a les acteurs qui cherchent à rendre public, standardiser tout ça, et il y a ceux qui souhaitent conserver leurs droits intellectuels et qui ne sont pas ouverts à... Voilà, donc ensuite chacun fait son choix. Mais je vous invite à répondre à cette consultation. Ça peut être une façon d'inviter, disons, ces acteurs à converger. Il ne faut pas oublier que l'OIT est aussi dans la démarche d'opérationnaliser la définition actuelle qu'ils viennent de donner du salaire vital, en sachant que les acteurs visés par l'OIT, ce sont les gouvernements et les parties prenantes à la maille d'un pays. Donc ça renvoie à un cadre de négociation local, national. Donc là aussi, on voit bien que les délais vont être longs pour couvrir les 190 pays de la planète. Fiona, vous avez posé une question, peut-être la préciser, mais la question est des recommandations de bonnes pratiques
pour engager ses fournisseurs dans une telle démarche quand on représente un partenariat beaucoup moins important pour eux que des groupes comme L'Oréal ou Schneider peuvent l'être? Point d'interrogation. Moi, je peux peut-être répondre, c'est-à-dire nous, dans l'objectif qu'on a pris, donc c'est nos fournisseurs stratégiques. Dans la vision de L'Oréal, évidemment, c'est des fournisseurs qui sont très, très importants pour nous, mais parfois, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que, par exemple, on travaille avec des acteurs de la chimie, L'Oréal représente quasiment rien dans leur chiffre d'affaires. Donc, en effet, c'est beaucoup plus compliqué quand on est dans ce type de cas, mais comme l'a dit Frédéric, le salaire décent, je pense que oui, quand un client vous le demande, vous avez une motivation pour le mettre en place, mais je pense qu'il y a énormément d'autres raisons de le mettre en place quand on est une entreprise. La réglementation avec la CSRD et la CS3D, le fait que c'est maintenant désormais demandé dans EcoVadis, dans l'ICORP, évidemment l'enjeu social absolument capital derrière. Donc, même si on est petit pour son fournisseur, je pense que d'autres éléments viendront quand même le faire s'engager dans la démarche. Ouais, nous aussi, en fait, on est assez peu souvent clients stratégiques, je pense, de nos fournisseurs. On est plutôt petits aussi. Et alors, en fait, ce qui m'a moins surpris, c'est que c'était plus facile avec les petits fournisseurs qu'avec les gros. Donc, vous imaginez si, je sais pas, mettons que si Schneider Electric, si L'Oréal était fournisseur Schneider et que Schneider demandait à L'Oréal, mettez en place un salaire décent, le processus de prise de décision pour une exactement. entreprise de cette dimension Oui. est beaucoup plus compliqué et long que si, en fait, c'est des plutôt petits fournisseurs. Et donc, paradoxalement, c'était plus Oui. facile avec les petits qu'avec les gros. Et nous, c'est d'autant plus vrai qu'on a un objectif où c'est 100% des employés de nos fournisseurs. Et une des choses qu'on nous répond toujours, c'est « Ah, mais on veut bien le faire sur le business que nous avons avec L'Oréal et pas sur le reste du business de notre groupe. » Après, nous, on leur répond qu'il y a une question de justice sociale. Vous ne pouvez pas en interne décider de simplement augmenter ces personnes parce qu'ils sont en direct avec le business L'Oréal. Mais c'est vrai que du coup, je rejoins le fait que quand c'est des très grandes entreprises, ça prend du temps que vraiment le top management de toutes les entités, tous les business units soient alignés. Et quels sont les critères que vous avez définis pour un fournisseur stratégique? Nous, c'est basé sur le spend. C'est nos plus gros fournisseurs en termes de dépenses d'achat. Ok. Et côté C'est Schneider? dépenses et aussi la criticalité des matières qui nous sont fournies. C'est-à-dire qu'on a parfois des matières critiques pour nos produits. Et donc, il y a une question de résilience en fait de la supply chain et de volume de spend. Vous avez le droit de communiquer sur le nombre de fournisseurs stratégiques que cela représente en termes. Enfin, est-ce que c'est 600, 500? Nous, c'est plusieurs centaines, mais on ne communique pas nous, précisément. Nous, c'est environ 900 sur 53 000. Et ça doit faire plus de 50% du spend. J'avais une question aussi sur les. Est-ce que vous avez rencontré des réticences en interne, donc au sein de l'entreprise, ou enfin plutôt quelle forme de réticence avez-vous rencontré? Et si oui, ça serait quoi pour vous on va dire les deux arguments les plus efficaces pour contrer ces formes de réticence, que ça soit au niveau vraiment purement des achats ou plus globalement de la boîte, quoi. Parce que c'est quand même la première phase avant d'aller. Là, on parle beaucoup des fournisseurs, mais. Moi, je pense qu'il y a une réticence, mais qui est comme n'importe quel sujet, mais qui va être responsable de onboarder, de faire le suivi. Donc vraiment, quel est le RACI sur ce type de sujet-là? Et parce qu'il y a une charge de travail additionnelle, que forcément les acheteurs vont dire, mais nous ne sommes pas légitimes, nous ne connaissons pas le sujet. Donc, mais après, ça, c'est vrai dans n'importe quel nouveau programme, n'importe quel sujet de transformation. Donc, c'est là où il faut un mandat très, très clair du top management. Donc, nous, on avait la possibilité de se reposer sur un engagement qui était public, qui était dans notre programme L'Oréal pour le futur, qui était porté à très haut niveau. Donc, ça nous a énormément aidé pour cette partie. Et après, je pense qu'il faut travailler les ressources en interne et les équipes en charge sur une logique de transformation au fil des années. Exactement comme disait Frédéric, ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, là, on a une organisation où mon équipe, donc, qui a quand même un rôle de corporate aux achats durables, est responsable de toutes ces vagues d'onboarding et que nos fournisseurs s'engagent. Mais à un moment, on va passer dans un transfert de responsabilité où ce sera à tous les acheteurs qui ont vraiment le contact en day-to-day de faire le suivi et de remonter les points qui sont bloquants. Parce que plus on a de fournisseurs,
moins on est capable de faire un suivi. Donc, il faut réussir à, je pense, travailler le RACI en interne et être capable de le faire évoluer au fur et à mesure de l'avancement. Alors nous, on a Oui. eu la chance, je pense, d'avoir des dirigeants qui sont très engagés depuis très longtemps. Donc finalement, l'argument qui était de dire, en 2021, dans le nouveau programme de l'entreprise, on doit faire beaucoup plus avec la supply chain. Parce que notre impact, il se trouve dans notre supply chain. On est encore très faible sur ce qu'on fait du côté social. Donc il faut qu'on embarque nos fournisseurs dans une démarche de travail décent. Mais ce qui les Et ensuite, on a motivait, intégré là-dedans le living wage. mais ce qui les a motivés, c'était quoi? Une forme de responsabilité, un enjeu réputationnel. Ouais. Pour Schneider, avoir un programme, enfin viser d'avoir le programme le plus ambitieux de développement durable à l'échelle mondiale, ça fait partie de L'ADN. ce que cherche le CEO et le COMEX, quoi, et le board. Donc c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas eu à faire, tu vois, un business case extrêmement détaillé pour embarquer tout le monde. C'est juste, il faut juste que ça ait du sens de dire si demain on veut être un leader dans le développement durable, il faut avoir des programmes qui embarquent la supply chain et qui embarquent à la fois les enjeux environnementaux et sociaux. Peut-être, oui, on prend une dernière question, Julie, et après je donnerai la parole à Thibaut de Palais d'été. J'aimerais bien savoir, parce qu'en fait là c'est intéressant, on a notre côté Schneider, on a toi Frédéric qui est à la tête des droits humains chez Schneider, et vous Alice, vous êtes dans les équipes Sustainable Sourcing. Je voudrais savoir comment en interne vous répartissez en fait les rôles entre l'équipe droits humains, notamment avec Julie et Maxime côté L'Oréal, parce que vous avez parlé de capacité, de ressources, charge de travail, beaucoup de données à collecter. Qui intervient? Enfin, j'imagine que c'est l'équipe droits humains qui pousse le sujet en interne et qui sera peut-être là pour les formations, mais si on peut en savoir un petit peu plus sur comment vous allez un peu opérationnaliser entre les équipes RSE et droits humains et vous les acheteurs, où moi je suis convaincue que vous devez être la personne de contact avec les fournisseurs, mais j'imagine que vous êtes accompagné tout au long. Oui, vraiment, on travaille énormément avec l'équipe des droits humains, donc Julie et Maxime, qui sont vraiment nos stakeholders internes principaux, mais donc eux, ils vont être responsables vraiment de la stratégie, donc quels vont être les objectifs de L'Oréal et toute la partie sur quel référentiel on va se baser. Je pense également faire beaucoup d'advocacy sur le marché pour s'assurer que de plus en plus d'entreprises s'engagent, influencer pour qu'on ait par exemple des databases qui sont publiques, etc. Et nous, ça va vraiment être on arrive au niveau des achats, comment on le décline aux achats. Donc, mon rôle, ça va être de former les fournisseurs. En effet, l'équipe droit humain est parfois invitée pour donner un peu plus de contexte, mais on a le lead sur la formation des fournisseurs. Et de créer, moi qui a vraiment une position corporate, mais le système de management pour pouvoir piloter mon programme. Donc, c'est-à-dire, je définis les KPI qui vont être intermédiaires, je crée concrètement les outils de suivi, je fais la communication en interne, je gère l'enquête annuelle pour récolter où on en est, et du coup, je suis en charge du reporting de où est-ce qu'on en est sur ce KPI. Pour nous, c'est assez similaire, c'est-à-dire que droit humain, on est en charge de vraiment piloter le sujet à l'échelle du groupe. Donc, comme je disais, ça concerne la supply chain, ça concerne l'interne, les questions qu'on se pose sur les travailleurs intérimaires, etc., par ailleurs, et l'aval, les sous-traitants, et comment on s'en sert aussi dans nos mesures d'impact et autres. Donc, tout ce qui va être engagement avec des institutions, avec des organisations pour faire progresser le sujet à l'échelle globale, et puis donner la stratégie. Alors après, on en discute ensemble avec les achats, mais les achats ont plutôt la responsabilité de faire et de trouver comment, quoi. Donc aujourd'hui, on est dans un mode où on a beaucoup d'échanges. Je disais qu'on a un comité directeur avec les achats et la RH et les équipes d'impact pour qu'on ait une cohérence dans notre approche. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi à les poser dans le chat pour toutes les personnes qui sont à distance. Étant présentiel, l'entreprise Palais d'été qui souhaite commencer justement à principalement travailler sur sa chaîne de valeur sur le sujet du living wage. Est-ce que Thibaut, il nous reste 5 petites minutes pour finir. Est-ce qu'il y avait des questions pour vous, justement, entreprise qui commence, qui reste en suspens? Pas forcément, pas forcément énormément de questions. Il y en a certaines qui ont été posées là à l'instant. Moi, je me posais justement notamment la question de
en tant que plus petite structure jeune ETI, de se dire comment on arrive à engager des parties prenantes dans lesquelles on pèse pas, et où finalement, nous, ça va être plutôt la majorité des cas d'être en face d'acteurs qui, eux, pour qui on ne représente pas grand-chose, quoi. Et que ça ne sera pas le cas de l'exception, mais ce sera plutôt la généralité. Et donc, vous y avez répondu, c'était hyper intéressant. Moi, ce que je me dis à l'issue des 3 échanges, et je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, on a pu creuser la partie amont, et c'est un peu ce pourquoi on venait nous. Et là, finalement, à l'issue de cet échange, je me dis que le faire pour soi, c'est peut-être une manière d'obtenir de la légitimité et de l'expertise pour arriver ensuite à là où C'est indispensable. Ouais, moi je me disais, bon, ça c'est pas notre priorité parce que pour nous, finalement, on a que des salariés en France, et en fait, ça va être c'est rapide à faire, et je me disais, c'est peut-être pas le cœur du sujet, mais je me rends compte que se forcer à ça, c'est peut-être l'occasion derrière d'être pertinent auprès de sa chaîne de valeur. Donc ça, c'est cool. Et après, moi, l'autre élément que je me pose, notamment sur l'aspect, nous, on est sur une filière agricole, sur le thé notamment, et on creuse aussi, vu qu'on travaille en parallèle, on essaie de creuser la bibliographie, tout ça. J'ai pas là, je vois que vous êtes concentré sur le rang 1, ce qui me paraît être déjà un très bon choix. En fait, je me rends compte qu'il faut poser des limites, qu'il faut se dire, on peut pas tout faire, il faut choisir, ça sera pas tous les fournisseurs, ça sera pas toute la chaîne de valeur, et poser des limites, c'est bien. Par contre, j'ai l'impression que dans notre cas, c'est peut-être plus, le risque, il est plus situé plus en amont dans la chaîne, notamment pour vous donner sur la filière du thé en 2 mots, hein. Il y a une étape qu'on a identifiée comme critique depuis qu'on travaille sur ce sujet depuis quelques mois, c'est la récolte des feuilles fraîches. Quand elles sont récoltées à la main, il y a 5 à 7 heures, elles doivent être transformées dans les 5 à 7 heures. Et donc, les fermiers qui sont dispersés, qui peuvent avoir 2 à 3 heures de route pour rejoindre une manufacture de thé, arrivent à la manufacture de thé, on leur dit c'est tel prix, et puis ils prennent ou ils prennent pas, mais s'ils prennent pas, ils perdent leur récolte. Donc il y a cette étape clé qui est un peu complexe, où on s'est dit, est-ce que c'est vraiment le rang 1 qu'on doit aller creuser? Voilà, il y a aussi cette notion-là qui en même temps revêt la plus grande complexité, parce que c'est comment je vais chercher beaucoup plus loin, sachant que je suis pas en contact avec mon rang 2, mon rang 3. Oui, et là, chez Michelin, on a une analyse de même nature, qui est qu'on a une responsabilité particulière sur la filière caoutchouc naturel. D'où l'enquête Rubberway, d'où la plateforme pour le développement du caoutchouc naturel durable, etc. Donc, c'est une approche vraiment sectorielle. Et au bout du bout, c'est pas forcément le planteur à qui on va acheter la production, mais il faut avoir une approche holistique pour le secteur d'activité, parce qu'autrement, On peut ça passer à côté. devient à la limite plus complexe. On va prendre une autre question en présentiel et une autre question dans le chat. Pour celles et ceux qui doivent partir, il est 11h30, je vous partage juste le questionnaire de satisfaction. Comme d'habitude, vous savez que c'est très important pour nous d'avoir votre retour. On en a besoin. Donc voilà, pour celles et ceux qui doivent partir, je vous invite vraiment à le remplir, s'il vous plaît. Et on va juste reprendre une question en présentiel. On a une autre question dans le chat aussi. Merci beaucoup. Pour le coup, c'est plutôt un retour d'expérience. Moi, je m'appelle Sarah Leca, je fais partie du cabinet de conseil en achat responsable Fireway. Et donc, on a aussi des clients forcément qui travaillent sur le sujet. Et comme on est c'était aussi pour faire ça. Faire un premier, je rebondis sur le sujet de la cartographie, par exemple, avec les enjeux en amont. Je pense que vous en avez beaucoup parlé dans les sessions précédentes. Mais nous, le retour qu'on peut vous faire, c'est de vraiment garder la vision très macro sur les droits humains, parce qu'il y a tellement de liens avec plein d'autres thématiques, type les heures supplémentaires excessives, type le travail des enfants et le travail forcé, qui est lié avec ces sujets de rémunération, que pour adresser le sujet de la rémunération décente, il faut souvent remonter à la cause, qui n'est pas du tout la même selon les filières. Donc c'est hyper intéressant aussi de garder cette vision. Et je rebondis avec votre témoignage sur Palais d'été, c'est vraiment ce sujet agricole qui, justement, pour cette filière-là, c'est vraiment... ça va vraiment pas être les mêmes causes, et du coup, il y a vraiment ce sujet d'aller creuser en cartographie. Donc ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, parce qu'on en a très peu parlé, et pourtant c'est extrêmement crucial, c'est les pratiques achats. Les achats responsables, c'est certes acheter à des fournisseurs qui sont responsables et acheter des produits avec certains critères, etc. Mais c'est beaucoup vous, dans votre posture de client, comment est-ce que vous vous positionnez face aux fournisseurs? Vous l'avez très bien dit, il y a tout ce sujet de comment on accompagne les fournisseurs, comment est-ce qu'on peut leur fournir les moyens, les ressources, etc. Mais il y a aussi tout court dans la relation achat au quotidien de comment est-ce qu'on donne de la visibilité, comment on ne pressurise pas pendant la négociation, comment on a une discussion assez ouverte sur les prix, notamment comment est-ce que dans la négociation, on va enlever tout le coût de la main-d'œuvre pour se dire, OK, on va négocier sur le reste. Parce qu'en fait, c'est en cohérence avec notre politique sur les rémunérations décentes.
Et donc ça, en fait, on va pas s'en parler. En fait, ça, c'est vraiment l'acquis qu'on va sécuriser et ça va pas être touché pendant les négociations commerciales qu'on va avoir. Donc ça, c'est aussi assez crucial. Et je le rejoins du coup sur le sujet d'embarquement en interne avec les formations à des acheteurs, parce qu'on forme énormément nous, des acheteurs. Et ça arrive beaucoup d'avoir le sujet, ils me disent « Ah non, mais nous, on n'est pas responsable. Nous, on fait confiance à notre fournisseur pour qu'il nous assure forcément ce minimum-là aussi. Et du coup, on va pas rentrer dans ce débat-là avec eux. » Alors qu'en fait, c'est tout le sujet et tout le cœur de la relation. Bah, pour rebondir sur cette partie achat, justement, la question dans le chat et sur cette question, je souhaiterais savoir si la politique achat responsable chez L'Oréal et Schneider incite à intégrer via des objectifs et des volumes d'achat des fournisseurs de type ESA, durable, back market, etc. Bah, ça dépend des géographies. Bah, c'est-à-dire qu'en France, on a rejoint l'initiative autour des achats inclusifs, par exemple. On travaille avec les ESAT. Aux États-Unis, ça va être avec des fournisseurs divers, diverse suppliers. Donc, aujourd'hui, on n'a pas une démarche mondiale sur les achats inclusifs. C'est plutôt des démarches locales en fonction des contextes et des cadres existants sur le sujet. Nous, à l'inverse, on a un programme mondial qui s'appelle Inclusive Sourcing, qui en plus a plus de 10 ans d'existence, donc qui est très très bien ancré dans la tête des acheteurs. Et donc en fait, l'idée, c'est que via nos dépenses d'achat, il faut qu'on encourage nos fournisseurs à avoir à permettre l'employabilité de personnes qui généralement sont éloignées de l'emploi. Donc il y a énormément de catégories diverses et on communique beaucoup sur ce programme qui est très ancien. Donc vraiment, je pense que sur Internet, c'est assez facile de savoir, mais je pense que le point était au-delà de l'inclusivité. Je pense que c'était même sur les pratiques d'achat. Et en effet, enfin, évidemment que dans notre formation d'acheteur, mais c'est au-delà, j'ai envie de dire, du salaire décent, il y a toutes les bonnes pratiques pour s'assurer du respect du droit humain et que c'est pas juste vérifier, on fait un audit, ok, c'est bon, ça m'a l'air bon. Il faut en effet intégrer tous ces réflexes-là dans les acheteurs. Et pour partager, c'est vrai, l'expérience L'Oréal, ça prend du temps. C'est-à-dire, ça fait très très longtemps qu'on n'est plus à faire des achats cost-killing, où on s'intéresse qu'au prix. Mais voilà, c'est toujours des nouvelles choses à intégrer pour les acheteurs. Et on est en train de aussi les former au-delà du salaire décent, mais sur des pratiques d'achat incluant d'autres critères. Est-ce que, Frédéric, peut-être rebondir aussi sur la partie achat, est-ce que vous, par rapport à ce qu'a dit Cabinet BioWay, est-ce que vous souhaitez rebondir Pas particulièrement. Après, on a énormément de programmes pour nos achats. Là, on a plutôt le programme donc, travail décent, y compris, voilà, mais comme je vous ai montré, il y a 10 piliers, donc c'est très exhaustif pour nos fournisseurs stratégiques. On leur demande aussi de s'améliorer chaque année sur leur score EcoVadis. Là, c'est aussi plutôt sur les fournisseurs stratégiques, où on a un programme spécifique matière, on a un programme sur le CO2, on a un programme de dérisking vigilance, donc qui n'a rien à voir, puisque là, on va cibler les fournisseurs a priori à risque pour aller y faire des audits. Qu'est-ce que j'oublie? On a les minerais critiques aussi, sur lesquels minerais de conflit, minerais critiques. Voilà, donc en fait, on a un panel je dirais, de programmes avec nos fournisseurs qui sont assez exhaustifs et qui englobe toutes les dimensions, en tout cas sur le côté droit humain. Oui, là, c'était aussi le sujet des évaluations de satisfaction inverse, en fait. Les fournisseurs de dire, est-ce que nous aussi, on trouve que vous êtes responsable dans votre posture de client? C'est plutôt ce sujet-là, mais oui, effectivement, c'est comme vous le dites très bien, c'est tout lié avec une politique d'achat responsable au global et les droits humains, tout est lié et systémique. Merci beaucoup à tous et toutes et surtout aux intervenants pour votre participation. On va clôturer en tout cas au moins la version en ligne et l'atelier. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste à disposition. Martine Boursireis va finir son mécénat de compétences aussi. Elle nous a accompagnés pendant tout ce cycle Living Wage et certains d'entre vous nous ont envoyé des mails. N'hésitez pas, elle est encore là pour la semaine. Donc, si vous avez des questions à poser à Martine, elle pourra prendre le temps d'y répondre. Et on prépare également, pour faire suite à toutes ces sessions, une petite publication pour 2025 sur le Living Wage, notamment en français, parce qu'il y a beaucoup de ressources en anglais, mais il n'y en a pas tant que ça en français. Donc, on va essayer de structurer ça pour l'année prochaine. Voilà.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine au sein du Pacte mondial. Un beau programme s'annonce sur tous les sujets divers et variés, mais notamment sur les droits humains, qui sera donc avec moi et avec ma collègue Cécile Demeude, qui traite des sujets diversité et inclusion. Voilà, bonne fin de journée à tous. Merci. Merci beaucoup.